Alors ça, c'est un t-shirt de bataille. Vous me demandez souvent en commentaire quelles sont les musiques que je passe en fond pendant que je parle lors de mes vidéos. Et bah c'est mes propres compositions. Voilà, j'ai un groupe bataille. C'est de la musique épique, atmosphérique, à cheval entre de la dungeon synth, du black metal et de l'electronica. D'ailleurs, il y a un bandcamp que vous retrouverez en description si jamais vous voulez écouter ma discographie. Et au moment où je vous parle, il doit rester à peu près 3 ou 4 playmats bataille parce qu'on a voulu faire du merch un petit peu original. Donc pour jouer à vos TCG préférés, et bah procurez-vous un tapis de jeu bataille, voilà. En plus, il est raccord si jamais vous voulez jouer vos commandants Edge of Eternities préférés ou vos futurs commandants Star Trek. Et bien évidemment, ça soutient la chaîne, donc je compte sur vous et dépêchez-vous, il y en a presque plus. Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. Beaucoup d'annonces lors de la MagicCon d'Amsterdam qui s'est déroulée ce week-end. On a notamment eu pas mal d'informations donc sur le set Réalité Fracturée, qui est le dernier set in-universe qui va sortir donc cette année en 2026. On a eu également enfin la roadmap de 2027 avec 3 nouveaux sets in-universe et 3 Universes Beyond. Donc ça veut dire que Wizard a un petit peu réduit le débit de sortie parce qu'on aura donc un set tous les 2 mois en 2027, donc pour un total de 6 nouvelles extensions. Il y a eu également l'annonce de plein de nouveaux Secret Lair, et bien évidemment les premiers reveals du Hobbit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va revenir sur le Hobbit de manière générale, et on va regarder un petit peu les cartes qui m'ont tapé dans l'œil et en discuter. Et dans la deuxième vidéo qui sortira d'ici 1 ou 2 jours, le temps que je la monte, on parlera bien évidemment de Réalité Fracturée, mais on va revenir aussi sur ces 3 nouveaux sets in-universe qui pour le coup me hype pas mal, voilà. Et on parlera aussi des nouveaux Secret Lair. C'est parti. Alors le Hobbit, ça arrive le 14 août, donc c'est très bientôt, hein, les AP là vont se faire dans moins de 20 jours. De ce qui a été révélé pour le moment, je trouve ça assez joli. Ça reste malgré tout assez enfantin, et vous savez que j'en ai un petit peu marre de cette fantaisie assez édulcorée, assez enfantine, que nous sert Wizards depuis quelques années. Mais bon, là il se trouve que c'est le Hobbit, donc ils n'avaient pas forcément le choix. En tout cas, ça donne envie d'être testé pour le moment, même s'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de vraies grosses nouvelles mécaniques, même s'il y a des nouveaux mots-clés, on le verra. Donc c'est pas forcément très original. D'ailleurs, ça ressemble plus à ce que j'appellerais un moyen set. C'est pas non plus un mini-set à l'Assassin's Creed, mais c'est pas non plus une vraie grosse nouvelle extension. Il y a environ 200 nouvelles cartes, sans compter les traitements bien évidemment. Donc c'est un set moyen. Voilà, à peu près comme il y a eu avec Spider-Man en 2025. C'est pas un petit set, c'est pas un gros set, c'est un set moyen. On a évidemment plein de nouvelles frames, plein de nouveaux traitements différents. Donc en plus des cartes régulares classiques et des extended art qu'on a à chaque fois, on aura les Dragon Horde. D'ailleurs c'est assez marrant parce que si on regarde sur toutes les cartes qui mentionnent Smog, à gauche de l'illustration, il manque une petite écaille sur la frame. Voilà, ça reste très joli. Encore une fois, on se rapproche de quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut avoir dans les livres de contes pour enfants, ce qu'on avait eu avec Bloomburrow, ce qu'on avait eu avec Lorwyn, etc. C'est le genre de frame qui revient quand même assez souvent, et j'aimerais bien un petit peu que ça change dans les années à venir, parce que la fantasy pipou édulcorée, j'avoue que je commence un petit peu à être lassé. Redonnez-nous un petit peu de Duskmorn, de Innistrad et du Magic un petit peu old school avec des trucs dark, et voire pourquoi pas un peu gore, même si je sais que le marketing ne serait pas forcément pour. Moi je pense que ça peut être une bonne idée. On a également le traitement book cover, donc qui rappelle un petit peu ces vieilles couvertures de livres de fantasy des années 60-70, et là en l'occurrence on est sur un espèce de rip-off de Ace Edition, une boîte d'édition qui avait sorti des tomes du Seigneur des Anneaux dans les années 60. Ce qui est amusant sur ce traitement, c'est qu'on peut voir qu'effectivement on a une espèce de filtre qui fait un petit peu vieux bouquin abîmé, presque vieux parchemin, et c'est pas le même à chaque fois. Voilà, au moins ils ont fait l'effort de pas juste appliquer un filtre bête et méchant sur chaque carte. Voilà, là il est un petit peu personnalisé pour chacune des cartes. Donc ça rend vraiment bien, ça ramène, comme je disais, à ces vieux bouquins de fantasy. Là c'est clairement un hommage justement à Ace Edition. Ils ont mis à la place High Fantasy classique, mais ça reprend quasiment les mêmes polices d'écriture, la même composition quasiment. J'aime beaucoup, voilà, il y a notamment le Gollum qui est assez incroyable. J'aime beaucoup aussi l'Arkenstone dans ce traitement, mais globalement elles sont assez toutes jolies. Un traitement bien évidemment qui va être destiné, je pense, uniquement aux têtes d'affiche du set, donc Gandalf, Bard, Thorin
etc. Voilà, tous les personnages importants du Hobbit. On a même The Lonely Mountain, hein, parce que c'est quand même un élément important du Hobbit. On pourra ouvrir ces 2 traitements en search foil. Alors c'est pas forcément mon foil préféré, ça peut très bien rendre sur certaines illustrations, mais pas forcément toutes. On aura droit à ce foil uniquement dans les boosters collector, évidemment. Dernier traitement qui n'en est pas vraiment un, parce que c'est pas forcément des illustrations qui changent par rapport à d'habitude, et on n'a pas non plus une frame qui change par rapport à d'habitude, c'est les Dwarvish Language, voilà, donc la langue des nains. C'est tout simplement je dirais même pas des staples, bien qu'on ait un reprint du Mox Ember, c'est pas forcément des cartes extrêmement jouées, c'est plus des petits hommages à certaines cartes Magic un petit peu connues, ou qui sont quand même un peu en rapport avec le Hobbit. Donc voilà, des cartes dont vous connaissez, je l'espère, le texte de règles par cœur, ou sinon ayez la trad à côté si vous les jouez. Bon, c'est pas forcément des cartes très intéressantes, hein, mais voilà, ça reste RP avec le Hobbit. Bon, en plus c'est des cartes que vous pourrez récupérer uniquement dans les boosters collector, donc... ouais, un peu la flemme d'ouvrir ça en vrai. C'est également le retour des scene cards, donc les fresques, hein, les cartes qui une fois mises côte à côte forment un grand tableau, et elles sont plutôt cool. Alors il y en a que 2 qui ont été révélées, mais on a vu qu'il y avait d'autres cartes justement qui s'incluaient dans une grande scène, mais pour l'instant voilà, on en a eu que 2 complètes qui ont été révélées. Il y a notamment la scène du repas avec Gandalf et tous les nains là autour de la table. Ça reste plutôt joli, il y a beaucoup de détails. D'ailleurs je précise que ça reste des cartes inédites, hein. Alors vous pourrez normalement les trouver dans des boosters collector, mais voilà, c'est pas des reprints, c'est pas des skins, c'est des vraies nouvelles cartes. Et on a également la scène du trésor avec Bilbo et Smaug, illustrée par Martha Nael, qui a ce style toujours un petit peu éthéré avec des couleurs un petit peu fluo comme ça. Je pense que ces cartes peuvent extrêmement bien rendre en foil, notamment là le search foil peut avoir un intérêt, je trouve. On reviendra tout à l'heure plus en détail sur les cartes, mais il y a des trucs qui sont assez intéressants. Bon, voilà, les 2 scènes pour l'instant je les trouve plutôt réussies, plutôt jolies. Il y en aura d'autres bien évidemment. On a également 20 cartes box topper, donc les cartes que vous trouverez dans des petits boosters contenant une seule carte lorsque vous achèterez une display, qu'elle soit booster de jeu ou collector. Donc c'est plus ou moins des staples du premier set Seigneur des Anneaux. Toutes les cartes sont des purs bijoux. Là on a été vraiment régalé, bien que je ne pense pas que ça fasse forcément baisser le prix de certaines de ces cartes qui valent déjà un petit billet, parce que elles seront disponibles que dans les box toppers. Donc je pense pas qu'il y aura une énorme population de ces cartes, mais en tout cas peu importe celle que vous ouvrez. Alors il y en a effectivement des un peu moins cool que d'autres, mais globalement c'est quand même des bonnes cartes. Elles sont quasiment toutes jouables et elles ont toutes des illustrations de zinzin. On a notamment le reprint de Galadriel's Dismissal, dessiné par Rebecca Gay, incroyable. On a également le retour de Reprieve, qui est entre guillemets le seul contresort en mono blanc. Bien évidemment le retour des Orcish Bowmasters, dessiné cette fois par Ron Spencer. Est-ce qu'on pouvait espérer mieux? Je ne pense pas. Ça, à mon avis, avec la Galadriel's Dismissal, c'est la carte vraiment que j'ai envie d'ouvrir dans mon box topper. Voilà, Call for the Tempest, pareil, illustration de fou furieux, reprint de la Comté, de Rivendell, etc. Bien évidemment, possible de les ouvrir en search foil. Voilà, donc je pense globalement que ça fera pas énormément baisser le prix moyen de ces cartes-là. Mais voilà, sur les box toppers, on est régalé. Et on voit encore une fois que malheureusement, pour avoir vraiment de jolies cartes, vraiment travaillées en termes d'illustration, et c'est souvent dans les cartes showcase, dans les box toppers, dans les cartes promo, dans les secret lair qu'on trouvera ce genre de cartes. Et malheureusement les cartes régulares qu'on ouvre dans nos boosters de jeu, les cartes classiques avec lesquelles on joue, on sent que c'est un peu moins qualitatif qu'à une certaine époque, un peu moins travaillé. En tout cas moi je trouve personnellement que les cartes ont un peu moins de gueule. Et pour vraiment trouver des cartes qui ont de la gueule et qui flattent la rétine vraiment, il faut aller vers ce genre de cartes. Et c'est aussi malheureusement une stratégie marketing pour nous pousser à consommer des produits un peu plus pimp, un peu plus collector. Et évidemment qu'on le fera parce que ces cartes sont magnifiques, c'est des cartes qui sont jouées, et là en plus dans des versions vraiment incroyables. Donc vraiment sur ces 20 cartes box topper, qui n'ont pas encore tout été révélées il me semble, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, franchement c'est un pur régal. Bon, il y a aussi cette version de Smaug qui est évidemment incroyable, mais on en avait déjà parlé. Il y a aussi les Basic Land Full Art qui sont tous complètement zinzin. Bon, tout ça on l'avait déjà vu ensemble. Petite pause pour vous rappeler que si vous souhaitez acheter des objets pour protéger votre collection, classeurs, boîtes, etc., j'ai un code promo chez TreasureWise, moins 10% sur toutes vos commandes. Le lien est en description et le code promo c'est Maxwell10.
allez-y, parce qu'en plus ça soutient la chaîne et vous allez faire de vraies économies. Donc là on arrive en pleine saison des reveals, donc il y aura sûrement encore une vidéo sur le sujet, mais là au moment où je tourne cette vidéo, on a une bonne trentaine voire quarantaine de cartes qui ont été révélées. Je vous en ai mis quelques-unes de côté, à commencer par The Eagles Are Coming, excellent sort de protection. Pour 2 dont un blanc, c'est un éphémère, vous pouvez le kicker avec 4 mana de plus. Vous allez choisir une créature, si vous avez payé le coût de kick, vous pouvez choisir n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez, et les renvoyer dans votre main. Au début de votre prochain tour, vous allez mettre sur le board autant de jetons 4-4, vol, bird, soldier, enfin d'aigle du coup, que de créatures que vous avez remontées dans votre main de cette façon. J'aime beaucoup la carte, j'ai envie de la tester, je pense que ça peut être un très bon sort de protection. En plus c'est assez modal parce que potentiellement vous remontez uniquement votre commandant dans votre main, ce qui vous évite en plus d'avoir la taxe de commandant, ou potentiellement vous ramenez tout votre board dans votre main, et en plus de ça, potentiellement vous allez pouvoir ramener une armée d'aigles 4-4 vol sur le board. Je trouve que la carte elle est élégante, en plus elle a une magnifique illustration, et c'est une façon assez originale je trouve de protéger notre board. Alors évidemment dans un deck token, on va être peut-être un petit peu désavantagé parce qu'on peut pas ramener des jetons dans notre main, mais à la limite c'est pas grave, parce que si on répond à une Vrasse avec The Eagles Are Coming, dans tous les cas les jetons étaient voués à disparaître, donc autant les remplacer par des jetons 4-4 vol, hein, parce que évidemment que les jetons vont pas retourner dans votre main, hein. Un jeton qui change de zone cesse d'exister, il disparaît, mais les règles considèrent qu'ils sont quand même retournés dans votre main, donc ça va quand même permettre de créer autant de jetons 4-4 vol. Ça fonctionne, voilà. Bon, la carte donne envie d'être testée. Ensuite, on a The Queen of Dale pour 2 mana, dont un blanc, c'est une 2-1. Créature légendaire, humain et noble. Alors, évidemment, comme d'habitude, on va être bombardé de créatures légendaires. Hein. De toute façon, avec les Universes Beyond, on n'a pas trop le choix. Ça va nous permettre aussi de voir une nouvelle mécanique. Quand un adversaire lance son premier sort non-créature à chaque tour, on recrute. Alors recruter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va piocher une carte, puis se défausser d'une carte. Et si on a défaussé une carte non créature, on va créer un 1-1 humain soldat. Voilà, donc on va poser un token 1-1. La carte est mythique. Évidemment, elle est plutôt designée pour le commandeur parce qu'on a 3 adversaires, donc ça veut dire que potentiellement, sur un tour de table, on va créer 2, 3, voire 4 1-1. Alors évidemment, c'est dépendant de ce que ça joue en face, mais globalement, ça marche avec les sorts d'artefacts, ça marche avec les instants, enfin ça marche avec tous les sorts qui ne sont pas des créatures. Dans les decks Winnie White, dans les decks Go Wide, enfin dans les decks aggro de manière générale, je pense que la Queen of Dale risque de devenir un petit staple. Parce qu'en plus, au-delà de faire du board, ça va permettre de faire du, entre guillemets, quality draw. Parce qu'on va piocher, défausser. Bon bah au pire, on défausse la carte qu'on vient de piocher, hein, voilà, on perd entre guillemets rien au change. Dans certaines stratégies, ça permet de remplir les cimetières. Bon, en fait, ça fait un milliard de trucs, quoi. Donc c'est vraiment trop fort. Et en plus, bah, la plupart des cartes qu'on défausse, on va les recycler par des tokens 1-1, donc vraiment ça peut aller très vite, et au pire des cas, on se défausse du land dont on n'a pas besoin. Certes, on va pas créer de 1-1, mais entre guillemets, on aura juste pioché une carte, donc non, vraiment très fort la Queen of Dale, et encore une fois, du blanc qui fait piocher, hein. Donc pour seulement 2 mana, ouais, ça fait pas mal de trucs. Je trouve la carte plutôt puissante. Gollum, Riddle Master, il coûte 2 dont 1 noir, c'est une 3-1. Quand il va arriver sur le champ de bataille, on va choisir pair ou impair. Et quand un adversaire lance un sort, pair si on a choisi pair ou impair si on a choisi impair, on va choisir un des effets qui n'a pas encore été choisi. Donc premier effet, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur Gollum. Deuxième effet, on va gagner 2 points de vie et tout le monde à la table va perdre 1 point de vie. Et troisième effet, on pioche une carte. Donc potentiellement pour 2 mana, on a une 4-2 sur le board qui nous a fait gagner 2 points de vie, qui a fait perdre 2 points de vie à la table et qui nous a fait piocher une carte. Comme ça, sur le papier, c'est extrêmement puissant, sauf que il faut quand même que les sorts avec la qualité en question soient lancés par nos adversaires. Bon, normalement, sur une partie de commandeur, il y a quand même de fortes chances que ça arrive. Bien évidemment, ça ne se déclenche pas en même temps, donc faut attendre que les adversaires lancent les sorts en question pour que ça se déclenche. Et surtout, une fois qu'on a résolu ces 3 effets, va falloir trouver un moyen de le blinker, ce cher Gollum. Et si on le joue en tant que commandant, forcément le mono noir c'est pas la meilleure couleur pour blinker. Donc dans les 99 cartes, pourquoi pas un Dimir Blink ETB avec le Elrond. Évidemment je n'y crois pas trop quand je le dis, mais voilà, il va falloir trouver un moyen de lui faire quitter le champ de bataille, de le faire revenir pour qu'il fasse sa value. Bon, je sais pas trop quoi en penser en fait, c'est un peu, voilà, c'est Gollum tiers, c'est un peu bizarre, voilà, c'est un coup gentil, un coup méchant, on sait pas trop.
pair ou impair, on sait pas si ça se déclenche, on sait pas si on a envie de le jouer. Voilà, c'est... Bon, en tout cas, c'est une mécanique un peu originale, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis de côté, parce qu'il me fait bien marrer, même si je doute de sa puissance. Une Vrasse en mono rouge, Desolation of Smog, ça coûte 4, dont 2 rouges, c'est un rituel. On va pouvoir mettre 3 damage à chaque créature non dragon, donc ça va faire un petit peu le ménage. Et ensuite, on va pouvoir ajouter 4 mana de la couleur de notre choix, de la combinaison qu'on veut, mais uniquement pour cast un dragon, ou des dragons d'ailleurs. Alors techniquement, à partir du moment où on a 4 mana, c'est quasiment un sort gratuit, parce qu'on se rembourse immédiatement après avec les 4 mana que le sort va générer. Bon, c'est probablement un staple de deck dragon, hein. Ça fait quand même un petit mana burst, c'est vraiment, on rase le board, en tout cas on rase les petites créatures, si on le fait tour 3 ou tour 4, hein, globalement il n'y a que des petites créatures sur le board. Into, on se rembourse immédiatement pour potentiellement derrière jouer un dragon. Voilà, en plus l'illustration est incroyable, que ce soit la version régulière ou la version alternative, vraiment c'est une très belle carte. Curieux de voir ce que ça donne. Voilà, j'adore le principe de raser le board quasi gratuitement, donc à tester. Ensuite, on a Gandalf, Goblin's Bane, ça coûte 3 mana, dont 1 rouge. Et on a un côté aventure, donc les aventures reviennent dans Bilbo le Hobbit. Donc un côté sorcerie qui nous dit qu'on va pouvoir regarder les 2 cartes du dessus de la bibliothèque et les exiler face cachée. Tant qu'elles sont exilées, ainsi on va pouvoir les jouer tant qu'on contrôle un wizard. Ça tombe bien parce que Gandalf est un sorcier, et donc du côté créature légendaire, c'est une 2-3, et quand on lance un sort non créature, il va gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour, et va mettre un damage à chaque adversaire. C'est un mini Bibi mono rouge, ça. Bon, alors évidemment, il va pas permettre de générer du mana à l'infini, quasiment comme le fait Bibi, mais en tout cas, les 2 côtés se répondent bien, parce que c'est quasiment pioche 2 du côté gauche. Ouais, c'est quasiment pioche 2, parce qu'en fait les cartes elles restent exilées, il n'y a pas de durée déterminée, et on peut les jouer tant qu'on contrôle un sorcier. Donc on va appeler Gandalf, ou quelqu'un d'autre qui a le sous-type sorcier. On va pouvoir jouer ces cartes, potentiellement des rituels ou des instants, ou même des artefacts, pour pouvoir mettre des damages à nos adversaires. Donc ouais, donc ça rentre dans Bibi, mais lui tout seul en tant que commandant, c'est une espèce de mini Bibi, alors pas aussi craqué évidemment, mais qui peut faire des bêtises du même genre, sans le côté burst de mana à chaque tour. Heureusement, sinon ce serait débile, hein, ils vont pas faire 2 fois la même erreur, mais non, j'aime bien la carte. Illustration vraiment chouette, une belle lumière, Non, vraiment. La carte a un flow imparable, je trouve. Ensuite, on a une petite Unco qui est malgré tout légendaire. Bard's Bowman, qui va coûter 3 mana, dont un blanc, un bleu, c'est une 1-3 avec la portée. Quand on va piocher notre seconde carte dans le tour, on va mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, et elle va gagner le lifelink jusqu'à la fin du tour. On a un archétype seconde carte, ces fameux effets qui se déclenchent à partir du moment où on pioche une deuxième carte dans le tour. Voilà, j'aime bien le lien de vie en ce moment, c'est un mot-clé qui me parle. C'est un débat qui est revenu pas mal de fois aussi chez les créateurs de contenu Magic, où on se demandait ou pas si le lien de vie c'était vraiment bien ou pas en commandeur. Moi je trouve que ça l'est. Voilà, c'est une petite Enko qui mange pas de pain. Je pense qu'il y a moyen de builder un truc assez rigolo autour de ça, et j'ai envie de gagner plein de points de vie. Donc je me tâte. Dommage qu'encore une fois l'illustration soit pas folle, parce que l'effet est intéressant. Ensuite j'ai noté Bifur Melodic Rider, donc je vous dis les cartes en anglais, mais en fait je vous les affiche en français, donc je crois que c'est Cavalier Mélodique ou un truc comme ça, j'aime bien le nom. Ça coûte 6 mana, dont 2 mana Hybrid Boros, il est 4-5. Ça nous permet aussi de voir le nouveau mot-clé Storied, c'est illustre je crois en français. En gros, si on contrôle au moins 3 artefacts ou permanents légendaires et ou saga, on a une histoire perpétuelle pour le reste de la partie. Donc ça rappelle un petit peu ces effets autour des sorts historiques, parce que les sagas, les légendaires et les artefacts sont des permanents historiques, mélangés un petit peu à l'agrément de la cité qui regarde si on a au moins 10 permanents pour déclencher les effets autour de l'agrément de la cité. C'est un peu un mélange des 2 mécaniques. Et là, entre autres, à chaque fois que Bifur arrive ou attaque, on va mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. C'est une petite Unco, ça, déjà, qui en limité peut taper fort. Et tant qu'on a une histoire perpétuelle, donc si on contrôle au moins, voilà, 3 permanents historiques, hein, du coup, et si une capacité d'un nain que l'on contrôle devrait se déclencher, cette capacité se déclenche une fois de plus. On voit là, pour le coup, que l'archétype nain est un peu plus mis en avant, ce qui est normal, hein, ça colle au Hobbit. On a beaucoup de nains qui font des petits trucs intéressants par-ci par-là, je sais pas si ce sera suffisant pour monter des decks entiers autour de ça, mais voilà, c'est une
très bonne carte de limité, et pourquoi pas, ça peut faire des trucs aussi dans un deck autour des nains, notamment s'il y a des bonnes capacités nains qu'on peut déclencher une fois de plus par tour. Voilà, je sais pas si ça va être le cas, là pour l'instant dans ce qui a été révélé, je pense pas que ce soit possible, mais en tout cas je l'ai noté. Voilà, puis une illustration vraiment pour le coup limite cheesy, mais que je trouve assez chouette et qui correspond quand même au délire de Bilbo le Hobbit. Dar, épée de Bilbo, ça coûte 2 mana génériques, c'est un artefact légendaire équipement qui a le flash. Quand il arrive, on va mettre un marqueur perfectionnement sur lui pour chaque créature qu'un adversaire cible et contrôle. Donc potentiellement, il peut arriver avec beaucoup de marqueurs sur lui. Et on va directement l'attacher sur une créature ciblée que l'on contrôle. Donc le fait qu'il ait le flash, en fait, à mon avis, il y a plein de fenêtres où on peut one-shot un adversaire. C'est-à-dire qu'on met ça sur notre commandant, on attaque tranquillement comme si de rien n'était chez le joueur de jetons, ou en tout cas chez le joueur qui a le plus de créatures. La créature passe, ou la créature est imbloquable, ou la créature a le piétinement, ou je ne sais quoi. En flash, pour seulement 2 mana, bam, on équipe le dard et on peut one-shot quelqu'un. Je trouve la carte, elle est assez coquine. Il y a vraiment des fenêtres où ça fera n'importe quoi. Il y a quand même équipement 3, on peut le rééquiper ensuite si ça a foiré, ou pour aller fumer quelqu'un d'autre. Mais le fait que ça ait le flash, que ça s'attache directement à une créature quand on veut, donc pourquoi pas même juste avant de résoudre les blessures, pour seulement 2 mana, je trouve ça un peu fumé en vrai. C'est étonnant qu'elle soit pas mythique cette carte. Bah, en fait, je m'aperçois que dans ce set, il y a pas mal de petites mécaniques inédites, pas mal de petits... Enfin, pas de mécaniques, mais de petits effets comme ça qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, et... Pour le coup, cette carte me plaît vraiment. On continue avec les cartes des fresques. Cette fois, comme je vous le disais, c'est des cartes inédites, donc des nouvelles cartes. Je vais vous les lire en français directement, ce sera plus simple pour tout le monde. Philly et Kili Joyeux, ça coûte 3 mana dont 1 rouge, c'est une 3-3 avec la célérité. On peut l'engager pour faire 2 mana rouge à notre pool. Par contre, on peut dépenser ce mana uniquement pour lancer des sorts de nains, d'équipement ou de saga. Voilà, ça laisse quand même pas mal de choix. On peut voir encore une fois que les decks équipements vont être un petit peu upgrade. Je parlais des nains tout à l'heure, pareil au niveau des nains, on va pouvoir commencer à faire un truc un petit peu intéressant. Je vois bien franchement la possibilité de faire un deck Boros, nains et équipement, avec toutes les cartes qu'on va avoir là. C'est donc un dork. En plus il a la célérité, donc il va vous rembourser 2 mana directement. Non, franchement, je trouve que la carte est... Voilà, dans le bon deck, c'est extrêmement puissant, extrêmement fort. Alors moi, ça me donnerait... Franchement, le set me donne presque envie, enfin, de monter un deck équipement avec une thématique nain, justement. On verra ce qu'il en est une fois qu'on aura tous les reveals, mais ça me motive à partir vers ce genre d'archétype. Issu de la même scène, on a le banquet de cul-de-sac, qui est un artefact qui coûte 6 mana. Quand il arrive, on va créer 3 jetons nourriture, et on peut l'engager pour ajouter un nombre de mana générique égal au nombre de nourriture que l'on contrôle. Donc certes il coûte 6, mais potentiellement il nous rembourse directement avec 3 mana. J'ai mis cette carte de côté parce que je suis content de voir des petits upgrades comme ça arriver pour les decks nourriture. Les decks nourriture qui existent un petit peu dans le format, hein, dans des brackets plutôt bas. Et c'est pour ça que je suis content de voir qu'il y a des nouvelles cartes qui vont pouvoir intégrer ces decks, et pourquoi pas en faire des decks... un peu plus viable à des niveaux de jeu un peu plus hauts. La carte est jolie, elle est rigolote, je sais pas, c'est une carte vraiment qui donne envie d'être jouée. Je commence à de plus en plus aimer ce set, parce que plus je m'attarde sur les cartes et plus je les lis, plus je m'aperçois qu'elles sont inspirantes, en fait, pour être inclus dans des decks, pour essayer de construire des choses autour. Et là, avec tous ces hobbits, qui sont quand même de gros gourmands, il faut bien l'avouer, et Dieu sait que j'en ai autour de moi des gros gourmands qui aiment bien jouer des decks nourriture, et bah je suis content pour eux, voilà. Je suis content pour les gros gourmands, je suis content pour les hobbits, et je sais que je suis un gros gourmand moi aussi, donc potentiellement ça pourrait m'orienter à builder des choses dans la nourriture, pourquoi pas. On continue avec les cartes de la scène du repas. Bilbo, compère conspirateur, ça coûte 3, dont un vert c'est une 2-3, et si on devrait créer un jeton nourriture, à la place on va créer un jeton nourriture et un jeton trésor. Ça rappelle un petit peu ce que fait Shatterfang. Voilà, encore une fois, hein, je parlais des decks nourriture qui se font upgrade, là, c'est clairement le cas. La carte est super chouette. Clairement, voilà, alors c'est assez orienté deck jeton ou deck nourriture. Dans la continuité de ce que je disais, j'aime beaucoup la carte. On va passer à la fresque de Martanael avec cette grosse tête de Smaug qui rentre à peine dans la frame. Smaug, l'impénétrable, il coûte 7 mana, dont Rakdos, il est 8-7, vol indestructible, célérité, rien que ça. Et à chaque fois qu'il subit des blessures non combat, on crée autant de jetons trésors. C'est un gros bazouzou un peu débile, il donne quand même envie, hein, une 8-7 indestructible, vol, célérité, ou mon dieu ça fait mal. Il y a plein de cartes qui permettent de mettre des petits dégâts comme ça à nos créatures, mais c'est vrai que son texte de règles, bon, c'est pas forcément le truc le plus facile à trigger, hein. Le fait que ce soit des blessures non combat, ça veut dire que si potentiellement il est bloqué,
il créera pas de trésor, ça c'est un peu chiant. Hein. Donc ça c'est un peu le défaut de la carte. Voilà, je comprends pas trop d'ailleurs pourquoi ils ont... Il coûte 7 quand même, hein. C'est un peu le bout du monde, donc ils auraient pu nous laisser quand même le trigger sur les blessures non-combat. Voilà. Bon, il est rigolo plus qu'autre chose, hein, c'est pour ça que je l'ai noté. Enfin, rigolo, il reste dangereux. Hein. On a le cambriolage de Bilbo qui va coûter 6 mana, dont 2 bleus, c'est un rituel. Et pour chaque adversaire, on acquiert le contrôle de jusqu'à un artefact ciblé que ce joueur contrôle. C'est-à-dire que pour 6 mana, potentiellement, on va prendre le contrôle de 3 permanents. Alors ça fonctionne pour les créatures artefacts, hein. Il suffit juste que la carte ait le type artefact. On va pouvoir voler des cailloux, des Sol Rings par exemple. Encore une fois, une carte que je trouve rigolote et qui, si elle est bien placée pendant la game, va pouvoir retourner la situation. On a Désir selon le dragon, ça coûte 4 mana dont 2 rouges, c'est un rituel qui va nous ajouter 1 mana rouge à notre pool pour chaque artefact que nos adversaires contrôlent. Encore une fois, c'est une carte qui est dépendante du setup de tout le monde. Il y a des fenêtres où ça nous fera 1 milliard de mana, peut-être certaines parties où on castera jamais la carte parce que elle fera rien du tout, mais c'est quand même rare en partie de Commander Multi, parce que c'est le format dont on parle ici, qui est pas d'artefact sur la table. Le plus gros défaut de la carte, mais c'est un petit peu pour le flavor justement, c'est que ça regarde uniquement chez les adversaires et pas chez nous, parce que évidemment que dans un deck avec du rouge, il y a moyen de faire plein de trésors et de les rentabiliser sans avoir à les craquer. Donc c'est une carte qui va être très dépendante des setups adverses, voilà, c'est pour ça que la carte est rigolote, je l'ai noté. Il y a certaines parties où ça va juste être complètement débile et d'autres parties où ça ne fera rien, mais les fois où ça fera quelque chose, ce sera quand même assez rigolo. On parlait des decks équipements qui vont récupérer des jolies pièces, et là on a Lance Oublié, ça coûte 2 mana et ça s'équipe pour 2 mana. La créature équipée gagne plus 2, plus 0, bon jusque là rien de bien impressionnant, mais pendant notre tour, les créatures que l'on contrôle qui sont équipées ont l'initiative et la vigilance. Là c'est tout de suite plus costaud. Donc voilà, j'ai mentionné la carte parce que ça fait partie de ces cartes qui me poussent vraiment de plus en plus vers, pourquoi pas, un petit deck équipement avec une thématique autour des nains. Voilà, j'ai fait le tour de ce dont je voulais vous parler par rapport à The Hobbit. Le prochain Universes Beyond, Magic l'Assemblée, qui va sortir là au moment où je tourne la vidéo dans une vingtaine de jours. Je vous laisse ici, à la prochaine.